Quand la liberté dans la constitution de la SAS, il faut retenir, avant d'aller plus loin, que liberté est le maître mot qui caractérise la société par action simplifiée. Il y a trop de liberté laissée aux futurs associés. Et l'article 853-1 en est une parfaite illustration lorsqu'il définit la société par action simplifiée comme une société instituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l'organisation et le fonctionnement. C'est la grande caractéristique d'une société par action simplifiée, la liberté. Donc, grand 1, la liberté dans la constitution de la société par action simplifiée. Il existe deux possibilités pour créer la SAS. Il y a ce que j'appelle la voie directe, constitution directe, et la voie indirecte, c'est-à-dire par transformation d'une société déjà existante. La constitution directe de la SAS, les règles de constitution, il faut le rappeler, sont celles de la société anonyme. Et ça, je vais les élaguer, je ne vais pas les énumérer, sous réserve de certaines dispositions particulières concernant les associés. On verra qu'il y a des dispositions. D'abord, comme on le dit, la société anonyme est le prototype, c'est-à-dire on doit s'inspirer de la société anonyme pour mettre en place une autre société ou bien compléter les dispositions d'une autre société. Donc ici, on applique les règles de la société anonyme sous réserve de certaines dispositions particulières concernant les associés, le capital social et les actions. Pour les associés de la SAS, il convient de noter que le législateur a souhaité rendre accessible la SAS à toute personne, tant physique que morale. La loi ne prévoit pas de nombre maximal d'associés. Il faut le dire avant de continuer que la société par action simplifiée, normalement, est une société de capitaux. Mais compte tenu de la liberté accordée aux associés, force est de constater que l'intitulé personnel marque ce type de société. Du fait que, bien qu'il n'y a pas de nombre maximal, mais on peut supposer que le nombre soit peu élevé. Parce que les associés doivent nécessairement se connaître, comme notre club. Notre club peut devenir une SAS. Je vais y revenir. La SAS peut même ne comprendre qu'un seul associé. C'est ce qu'on appelle la société par action simplifiée unipersonnelle, SASU. Mais également, la SAS peut passer de la forme unipersonnelle à pluripersonnelle, ou l'inverse, sans formalité particulière. Toute société, à l'exception, bien sûr, celle dépourvue de personnalité juridique, société en participation, société créée de fait, peut désormais devenir SAS.
Et cela, quel que soit son capital social, les statuts fixent librement le montant du capital social ainsi que celui du nominal, la valeur nominale des actions. Il est de même pour les autres personnes morales de droit privé, telles que les GIE, les associations, les syndicats. Même le club des leaders pour la démocratie et pour le développement peut se constituer, peut se transformer en société par action simplifiée. Aucune restriction n'étant posée pour les personnes physiques. Les règles sont celles qui s'appliquent aux actionnaires de la SA. Donc les mineurs, les majeurs protégés, les étrangers, les époux peuvent être dans une société par action simplifiée. Le capital de la société par action simplifiée. Les associés déterminent librement le montant du capital minimal de la société. Suivant l'article 853-5. Ce qui va certainement inciter les investisseurs à adopter en faveur de cette forme de société il ne pourra donc être que de quelques milliers de francs CFA. Grâce à sa flexibilité, la SAS deviendra sans nul doute la société de droit commun en comparaison des autres. Et malheureusement, on n'a pas encore vulgarisé, on n'a pas encore promu la société par action simplifiée. Mais en France, où on connaît bien l'instrument, il y a de plus en plus de sociétés par action simplifiée que de SARL. Bon, récemment, il y a une modification, c'est pas l'objet de mon débat, concernant le capital de la SARL. Maintenant, il n'y a pas de minimum légal. C'est comme la SAS. Il n'y a pas de minimum légal exigé. Bon, au cours des questions-réponses, on peut revenir sur ça. Donc, cet article 835 a incontestablement vocation à démocratiser la SAS. Mais cette démocratisation n'est pas sans danger. Elle risque d'amener le banquier à plus d'exigences, parce qu'une société où le capital est très faible, parce que le capital social, il faut le rappeler, c'est le gage des créanciers et des fournisseurs, des autres parties prenantes de la société. Pour que la société soit crédible, quand même, il faut un certain montant. Donc le banquier risque d'amener le banquier à plus d'exigences en termes de garantie, notamment en exigeant plus de garanties personnelles dues aux des associés. Il y a aussi, c'est le deuxième risque que j'ai noté, bon, par rapport à la société par action simplifiée, j'ai dénommé que trois inconvénients. C'est-à-dire le deuxième inconvénient, le deuxième risque, c'est que c'est la sous-capitalisation. Et lorsqu'il y a sous-capitalisation, la responsabilité des associés peut être même engagée au-delà de leur apport pour faute. Et l'autre inconvénient, premier inconvénient, si le capital est tellement minime, on risque de ne pas avoir de contractants. Deuxième risque, c'est lié à la sous-capitalisation. Et troisième risque du moins, la SAS ne peut pas faire appel public à l'épargne. Mais ça, ce n'est pas un risque parce qu'au Sénégal et dans l'espace OADA, par exemple, si on prend l'exemple du Sénégal, il y a une seule société qui fait appel public à l'épargne. Et j'ai appris récemment que ces titres sont cotés en bourse.
c'est la société Orange. C'est la seule société dont les titres sont cotés en bourse. Donc, pour ce risque, bon, c'est presque inexistant. Mais rien n'interdit que la SAS puisse être actionnaire dans une société qui fait appel public à l'épargne. Pour les apports, il convient de constater qu'ils peuvent être en numéraire, argent, en nature ou en industrie. Mais ce qui m'intéresse, comme vous connaissez bien ce type d'apport, moi, l'innovation majeure, c'est par rapport aux apports en industrie. Parce que les apports en industrie sont permis dans la SAS. Il permet aux futurs associés de mettre à la disposition de la société son savoir-faire, son travail, ses compétences techniques. L'apport en industrie ne contribue pas à la formation du capital, il faut le souligner. Cependant, des actions inaliénables sont remises en contrepartie de cet apport. Bon, je voudrais faire un petit commentaire par rapport aux apports en industrie, parce que l'apport en industrie est très intéressant pour les créateurs d'entreprises qui sont en manque de capitaux, mais comme la répétition est pédagogique, et comme ils disposent de connaissances techniques ou professionnelles, ça peut leur permettre de mettre en place une SAS. La SAS apparaît ainsi comme la forme de société la plus adaptée aux nombreux projets. C'est une possibilité intéressante pour les entreprises qui souhaitent faire entrer dans leur capital une ou plusieurs sociétés de capital investisseur. Par ailleurs, la possibilité d'instituer une clause de variabilité offre aussi aux investisseurs une liquidité qu'ils n'auraient pas si la société d'accueil avait un capital fixe. Pourquoi je parle de cette clause? Parce que l'intérêt de cette clause réside dans le fait qu'elle permet la variation du capital effectivement souscrit sans qu'il soit besoin d'une décision collective des associés pour modifier les statuts ou d'effectuer de publicité. La variation du capital n'étant que la mise en œuvre d'une faculté statutaire préalable. Le recours au notaire n'est donc pas obligatoire pour les augmentations ou diminutions de capital dans le cadre de l'article 161-1. Ça, c'est très intéressant. On ne va pas aller chez le notaire tout le temps pour demander la modification des statuts du montant du capital social. Parce que c'est un élément, quand même, des statuts, ça existe avant cet article 269-1. Il fallait aller chez le notaire pour pouvoir diminuer ou augmenter le capital social. Mais avec la spécificité qu'il faut, dans les documents de société, dire la mention de cette clause de variabilité de capital pour informer les tiers. Pour les actions, j'ai parlé du capital, j'ai parlé des associés. Pour les actions, ce qu'il faut, et c'est une innovation dans l'article 778-1, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des actions de préférence. Il y a des actions de préférence ordinaires sans droit de vote, ça ne m'intéresse pas dans le cadre de mon exposé. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle les actions de préférence à vote double. Un droit de vote double peut être conféré aux actions de préférence. Le recours à ce mécanisme peut permettre aux managers de la SAS de jouir de la majorité des droits de vote en détenant qu'une participation minoritaire dans le capital de la société et contrôler par conséquent les assemblées ordinaires. La constitution indirecte, c'est-à-dire par transformation d'une société existante. La transformation d'une société
d'une autre forme est le second mode de création de la SAS. La SAS peut en effet être créée par la transformation d'une société commerciale ou civile existante. La transformation régulière n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Elle ne constitue qu'une modification des statuts et est soumise aux mêmes conditions de forme et de délai que celle-ci. Donc, créer une SAS par transformation régulière d'une société qui existe, ou bien une association, GIE ou autre chose, ne donne pas naissance à une personne morale nouvelle. Cependant, afin de protéger les associés de la société existante, la décision de transformation doit être prise à l'unanimité des associés. Article 853-6. Et donc pas seulement des personnes présentes ou représentées à l'Assemblée. Le plus souvent, c'est la société anonyme qui se transforme en SAS. Ce qui me servira de transition pour parler du deuxième point, à savoir